Comment s'effectue l'évaluation initiale des patients en situation d'obésité? C'est important de prévoir une consultation spécifique à cette problématique de santé. C'est vrai qu'en médecine générale, les patients ne vont pas venir nous voir pour parler de ça. Ils viennent pour d'autres problèmes et à l'occasion d'un motif de consultation pour une maladie aiguë, pour un autre problème de santé, on va leur proposer de revenir en consultation pour parler de leur santé au sens plus large, pour parler de leur obésité, pour parler de leur surpoids. On va leur demander s'ils sont d'accord, parce que même si les gens ont le droit d'accéder à des soins, ils ont aussi le droit de refuser. Et ce libre consentement aux soins est précieux. C'est important aussi de mettre un cadre adapté pour une problématique de santé qui nécessite des soins. Que ça ne soit pas un tabou, qu'on puisse en parler librement, que nous les médecins, nous ayons des mots simples, des mots justes pour aborder ces problématiques avec le patient. C'est important de créer un climat de confiance parce que les personnes doivent se sentir entendues, écoutées, comprises dans leurs difficultés. Il s'agit de rentrer un petit peu dans leur intimité. On va poser des questions sur leur mode de vie. Quelles sont leurs habitudes alimentaires? Est-ce qu'ils pratiquent une activité physique adaptée? Créer de la confiance avec les patients, c'est ce qui va nous aider. On va vraiment s'appuyer dessus pour les aider à modifier leur comportement, leur changement de mode de vie. Bien sûr, on va passer par un examen clinique classique. Il s'agit d'avoir du matériel adapté dans nos cabinets, investir dans un brassard adapté à la physionomie des personnes en situation d'obésité, d'avoir des chaises aussi sur lesquelles ils peuvent s'asseoir, d'avoir une libre circulation, d'aménager nos accès. Et puis cette intimité, on va ensuite explorer plus précisément ce qui a conduit à la prise de poids dans leur vie. Par exemple, quel est l'historique de la prise de poids? Est-ce que ça a commencé dans l'enfance? Est-ce que c'est apparu à l'âge adulte? Est-ce qu'il y a eu des facteurs déclencheurs de la prise de poids? On sait que de nombreuses situations de vie vont être l'occasion de prise de poids. On va aussi s'intéresser pour savoir s'ils ont déjà fait des démarches de régime amaigrissant. En France, on sait que le premier régime, c'est à 10 ans, l'âge de 10 ans. Donc, est-ce qu'ils ont fait des démarches d'accompagnement seuls ou avec des professionnels? Est-ce qu'il s'en est suivi de reprise de poids? On va parler de rebonds pondéraux. Comment ils vivent aussi avec cette maladie? Est-ce qu'ils ont des troubles du comportement alimentaire? Quelle est leur relation à l'alimentation? Est-ce que ce sont des gens qui font la cuisine? Est-ce qu'ils vivent en famille et ils mangent assis autour d'une table? Enfin, on va vraiment rentrer dans leur vie, dans leur intimité, pour en savoir un petit peu plus, pour savoir comment s'est mis en place l'obésité ou le surpoids. C'est important aussi d'explorer la relation à l'alcool, la relation au tabac. En quoi consiste la gradation de l'obésité mise en place par la HAS? C'est une gradation qui est simple et qui est accessible à tous les médecins dans leur cabinet sans outils compliqués. L'examen clinique, les bilans biologiques vont nous suffire. Donc il y a 7 facteurs et 3 stades de gradation. Les 7 facteurs qui sont pris en compte, ça n'est plus seulement que le poids et l'IMC. On va vraiment s'intéresser au retentissement somatique, en particulier les comorbidités métaboliques. Quel est le retentissement fonctionnel sur la qualité de vie des personnes? Est-ce qu'il y a des troubles psychopathologiques associés? Est-ce qu'il y a des maladies psychiatriques? Est-ce qu'il y a des troubles neurologiques aussi, des particularités neurologiques? Est-ce qu'il y a une étiologie à cette obésité? C'est vrai qu'on sait aujourd'hui que l'obésité commune, c'est plutôt celle-ci dont on va parler aujourd'hui, est sous l'influence de facteurs génétiques. La génétique est importante et aujourd'hui on sait que c'est une maladie polygénique. Beaucoup de gènes ont été identifiés. Par contre, il existe aussi des obésités beaucoup plus sévères qui se mettent en place beaucoup plus tôt et qui sont monogéniques. Et là, on va aller plus vers des recours de soins, comment on va dire, plus complexes, plus appropriés, puisque aujourd'hui on a même accès à des nouveaux médicaments sur des maladies d'origine génétique.
On va aussi se demander est-ce que la personne a des troubles du comportement alimentaire. Il ne se passe pas la même chose quand les personnes ont une vraie difficulté avec l'alimentation. Et puis, on va s'intéresser aussi à leur trajectoire pondérale, puisqu'on a déjà un petit peu parlé de ces phénomènes de rebond après les pertes de poids. Le yo-yo pondéral, les échecs des différentes prises en charge vont faire qu'on va changer de grade. Donc ces profils de patients, on va avoir le grade 1, le grade 1A, où on va être en situation d'obésité avec un IMC entre 30 et 35, sans comorbidité associée. Donc il existe des personnes en situation d'obésité qui sont en bonne santé. C'est le grade 1A. Et puis le grade 1B, ce sont des personnes qui souffrent de comorbidité, mais qu'on peut qu'on peut prendre en charge, nous, les médecins généralistes, comme on sait le faire habituellement pour le diabète, pour l'hypertension. Le grade 2, ça sera un recours de niveau différent, puisqu'on va adresser vers des médecins spécialistes de la nutrition, des médecins nutritionnistes qui vont devenir les coordinateurs de soins. Dans ce cadre-là, il y a plus de pathologies associées. Ça peut être des personnes qui ont des soucis psychiatriques qui nécessitent des traitements plutôt obésogènes, comme c'est le cas pour les neuroleptiques, des personnes qui ont subi des traumatismes psychiques, où on va avoir besoin d'autres professionnels qui vont s'intéresser à leur santé psychique, donc des psychologues, des psychiatres. Et puis le troisième niveau de recours, le 3A, 3B, on est déjà dans des complications importantes de l'obésité avec des insuffisances d'organes. Et dans ces cas-là, on va adresser vers des centres spécialisés de l'obésité, les fameux CSO, cette nouveauté de prise en charge où on va retrouver les obésités très importantes d'origine génétique par exemple. C'est un niveau de soins plus élevé. Je reviens sur le niveau 2. Sur le niveau 2, c'est dans ce niveau-là qu'on va retrouver les nouveaux médicaments, par exemple les analogues du GLP-1 ou le recours au centre de chirurgie bariatrique. Dans ce cas-là, c'est toujours une prise en charge globale. Ces nouveaux médicaments, la chirurgie bariatrique, s'inscriront toujours à côté du travail de l'accompagnement des patients sur leur mode de vie, sur leur relation à l'alimentation, sur leurs difficultés psychologiques et sur la remise en forme physique, puisqu'on va beaucoup parler aussi de la lutte contre la sédentarité. Il est nécessaire de réévaluer régulièrement nos patients parce qu'ils peuvent changer de grade. Et du coup, cette gradation nous permet d'avoir une prise en charge la plus adaptée possible à la personne, à ses difficultés, à ce qu'elle souhaite aussi mettre en place pour prendre soin de sa santé au sens plus large, sa santé physique et sa santé psychologique. Des examens complémentaires sont-ils nécessaires pour évaluer le retentissement somatique de l'obésité ? On va explorer les comorbidités métaboliques, principalement le diabète, avec le dosage d'une glycémie à jeun. La recommandation, c'est une glycémie à jeun annuelle quand la personne a un IMC supérieur à 30 et qu'elle est en stade de prédiabète. Si il n'y a pas de stade de prédiabète ni d'antécédents familiaux, on fera une glycémie à jeun seulement tous les 3 ans. Il est important de prendre la pression artérielle au cabinet pour dépister l'hypertension artérielle. On fera un bilan biologique standard avec le dosage du bilan lipidique, sachant qu'à ce jour, il n'y a pas de spécificité ni de recommandation particulière pour le LDL. C'est le même que la population générale. On va faire aussi le dépistage de l'apnée du sommeil. On sait que le syndrome d'apnée du sommeil est plus fréquent chez les personnes en situation d'obésité. Entre 30 et 35, on va plutôt faire un examen clinique et un interrogatoire pour savoir si les personnes ont des maux de tête au réveil, est-ce qu'ils se sentent en forme au réveil, est-ce qu'ils ont bien dormi. Et donc en présence de signes cliniques
évocateur, on va aller demander un bilan d'apnée du sommeil dès que l'IMC est supérieur à 30. Et puis quand l'IMC est supérieur à 35, c'est un dépistage qui devient systématique. Pareil, il va y avoir aussi la recherche de la stéatopathie hépatique, puisqu'il y a une stéatose hépatique qui s'associe fréquemment et qui peut être à l'origine de fibrose, donc d'une cirrhose. L'obésité en elle-même peut donner des cirrhoses. Donc il est important de faire le dépistage, ça se fait essentiellement par prise de sang. De nombreux laboratoires ont mis en place aujourd'hui le score de fibrose, le FIB4, qui est un examen simple qui va être un rapport entre les transaminases, les plaquettes, l'âge et le poids de la personne. Si le score de fibrose est élevé, on va aller un petit peu plus loin, demander une échographie abdominale et puis évidemment orienter vers les médecins spécialisés, les hépatologues. Ensuite, on va aussi faire la recherche de la maladie rénale chronique. Dès que l'IMC est supérieur à 30, il y a plus de risques d'atteinte rénale. Donc on va demander la clairance de la créatinine et la recherche de protéinurie dans les urines, comme on sait le faire dans la maladie du diabète. Enfin, on va aussi s'intéresser au retentissement fonctionnel de l'obésité. Les personnes souffrent souvent d'une gonarthrose. Donc on va rechercher des douleurs mécaniques du genou à l'effort, à la marche. Alors le retentissement fonctionnel, c'est aussi rechercher s'il y a un essoufflement. Les personnes en situation d'obésité vont souvent se plaindre d'être essoufflées et il est important d'aller vérifier par des EFR s'il y a une vraie maladie associée. Et puis ça nous permettra aussi d'orienter la prise en charge sur la réadaptation à l'effort. Ensuite, c'est important également de faire un examen bucco-dentaire. Si les personnes ont des difficultés à manger, à mastiquer, ça peut être une difficulté. On peut aussi rechercher la sarcopénie, en particulier chez des personnes qui ont eu des pertes de poids rapides ou de multiples périodes d'amaigrissement, elles ont perdu du muscle. Et la sarcopénie peut se rechercher par un examen simple au cabinet qui est le lever de chaise. Enfin, les recommandations sur les cancers. On sait qu'il y a de nombreux cancers qui sont associés à la maladie obésité. Actuellement, la recommandation est celle de la population générale. Donc, il faut bien s'assurer qu'ils font leur dépistage du cancer du côlon et du rectum et que les femmes soient bien suivies en gynécologie, pour les mammos, pour les frottis. Comment se déroule l'évaluation psychologique du sujet atteint d'obésité ? On a des études qui nous montrent que la souffrance psychologique n'est pas suffisamment diagnostiquée chez les personnes en situation d'obésité. Donc on va rechercher les troubles anxieux, les troubles dépressifs. En cabinet de médecine générale, c'est important d'apprendre à utiliser le questionnaire de Beck, qui est un questionnaire simplifié en 12 questions qui permet une évaluation intéressante de la dépression, même si le questionnaire ne suffit pas, c'est en plus de l'entretien. Et puis, à cette occasion, on va évaluer le risque suicidaire. Il est aussi important de savoir si la personne a une maladie psychiatrique préexistante. En effet, de nombreuses pathologies psychiatriques nécessitent des médicaments, en particulier les neuroleptiques, qui vont contribuer à la prise de poids. Ensuite, on va se demander si la personne souffre de difficultés dans sa relation à l'alimentation. Est-ce qu'elle a des troubles du comportement alimentaire? Certaines personnes vont décrire une alimentation émotionnelle. Alors, on va rechercher des compulsions alimentaires. Ce sont des personnes qui vont décrire, par exemple en consultation, j'entends souvent le soir, je rentre du travail, je suis fatiguée, je commence à manger, j'arrive plus à m'arrêter. Et la personne se sent très coupable. Alors c'est ce qu'on va décrire comme le trouble du réconfort. Pour un inconfort émotionnel, une situation où la personne ne se sent pas très bien, soit qu'elle est fatiguée, soit qu'elle s'ennuie, elle a une dure journée à son travail, son état émotionnel s'est un petit peu dégradé et elle va manger pour retrouver une régulation des émotions. Parce que l'alimentation a cette fonction de réguler les émotions.
Quand on ne va pas bien, c'est tout à fait normal de manger et on va mieux après. Sauf que dans cette situation, comme ce n'est pas une faim du corps, ce n'est pas une demande énergétique, il n'y a que les aliments riches qui vont avoir cette fonction, qui vont faire le job. Ce sont les aliments gras et sucrés, les aliments gras et salés. Et quand on est dans ces problématiques de poids, de peur, de prise de poids, une fois qu'on commence à manger un aliment riche, typiquement c'est le chocolat, les personnes vont dire c'est l'heure du goûter des enfants, je mange du chocolat, je mange des biscuits et je n'arrive plus à m'arrêter. On est en train de décrire un phénomène qui est assez plaqué, assez automatique. Les gens n'en ont pas forcément conscience. Et il va falloir les aider à mettre des mots sur ce qui se passe dans ces moments-là. Alors elles disent, c'est souvent des femmes, mes consultantes sont souvent des femmes, j'ai remarqué, en particulier pour les troubles du comportement alimentaire. Elles vont dire, je n'arrive pas à me réconforter en mangeant, le plaisir est de courte durée, je me sens très coupable, j'ai mangé alors que j'aurais pas dû, j'ai perdu le contrôle, foutu pour foutu, je finis la tablette de chocolat, et donc la personne va encore plus mal après avoir mangé. Et qu'est-ce qui se passe? Elle mange encore plus. Et ça fait tourner la boucle. Elle se retrouve dans un cercle vicieux qui est le cercle des compulsions alimentaires. C'est ce qu'on a décrit comme le trouble du réconfort. Donc le traitement de ce trouble du réconfort, c'est de mettre en place une rééducation avec l'alimentation. On va les éduquer en leur expliquant qu'il n'y a pas d'aliments en soi qui font prendre du poids. Et du coup, c'est un travail de déconstruction des croyances sur l'alimentation. Ensuite, il est important de connaître ce qu'on appelle l'hyperphagie boulimique. C'est aussi le binge eating disorder en anglais qui a été décrit dans le DSM-5 qui est le manuel des maladies psychiatriques. Alors, ça peut ressembler au trouble du réconfort, mais c'est quand même très différent. La personne va dire « je fais de la boulimie, je mange sans pouvoir m'arrêter jusqu'à me rendre malade ». Elle dit « je cherche à m'anesthésier, je ne ressens plus rien une fois que j'ai mangé ». Elle vit une souffrance très importante et l'alimentation a une place qui n'a plus vraiment à voir avec son rôle habituel. Dans ces situations-là, l'hyperphagie boulimique, c'est important de rechercher des traumatismes psychiques. Ensuite, il va être aussi très important de tenir compte des conséquences psychologiques de l'obésité elle-même qui sont liées à la stigmatisation. On est dans une société où les personnes en situation d'obésité sont pointées du doigt. Et la culpabilisation des personnes qui souffrent de problèmes de poids ne nous aide pas du tout puisqu'elle va augmenter la culpabilisation et va augmenter la honte de ne pas être conforme. Et au final, on a des personnes qui finissent par s'auto-stigmatiser. Donc l'obésité, c'est une maladie, ça n'est pas un choix de vie. Comment évaluez-vous la qualité de vie de ces patients? Par exemple, une personne qui a mal au genou, elle va se limiter dans ses activités. Donc on va rechercher des douleurs mécaniques d'arthrose et on va se rendre compte que en fait, comme elle a mal quand elle marche, elle ne marche plus et elle sort de moins en moins. Donc le retentissement, c'est que la personne se retrouve dans un cercle vicieux. Ce qui lui ferait du bien, c'est de sortir, c'est de marcher, sauf que les comorbidités, le retentissement fonctionnel, que ce soit les douleurs, que ce soit l'essoufflement, vont faire qu'elle se limite dans ses activités. Donc, bien avoir à l'esprit qu'il faut rechercher ça avec les personnes pour pouvoir réfléchir avec elles et leur expliquer comment on va pouvoir rompre ce cercle vicieux. Finalement, de moins marcher, ça ne vous aide pas. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Donc on va travailler aussi des fois, on va travailler la motivation avec les gens, on va donner de l'explication pour qu'ils retrouvent une meilleure qualité de vie physique. Et puis il y aura un petit peu le même travail sur la stigmatisation, sur la qualité de vie sociale. Quand les personnes ont vraiment de grandes pertes d'autonomie, on va les adresser vers des professionnels du handicap.
Et quand il y a des difficultés de vie sociale, on sait que l'obésité va toucher va avoir une prévalence plus importante dans les milieux défavorisés. On peut avoir aussi besoin de travailleurs sociaux, de personnes qui travaillent dans les milieux pour aider avec un accompagnement social spécifique. Comment déterminez-vous la stratégie de prise en charge des patients en situation d'obésité ? Alors, avec le patient, on va mettre en place un projet de soins personnalisé. C'est vraiment une collaboration qui va s'effectuer au fur et à mesure des consultations avec un objectif qui devient moins prioritaire qu'il l'était dans le passé, la perte de poids. Il va s'agir déjà de faire des progrès dans différents domaines. La relation à l'alimentation, la santé psychique, psychologique, et puis la modification du mode de vie. Ça va être important de lutter contre la sédentarité. Donc nous allons avoir une prise en charge multidisciplinaire, comme nous savons le faire pour toutes les maladies chroniques. On va faire appel à des médecins spécialistes si on a des difficultés avec le diabète, à des médecins nutritionnistes s'il y a des difficultés avec l'alimentation, avec des enseignants en activité physique adaptée quand on a des difficultés à se remettre en mouvement. Vraiment, la prise en charge va être spécifique à chaque patient. C'est une collaboration, il s'agit de bien connaître les difficultés de son patient pour pouvoir faire un suivi régulier dans la durée. Il est très important qu'on ait des pertes de poids parfois modérées, mais qui se maintiennent dans la durée. Donc le dépistage des comorbidités, on en a parlé, améliorer la qualité de vie. Et pour certaines personnes qui ont vraiment des difficultés dans la relation à leur corps, le corps chez certaines personnes est vraiment haï, détesté. Dans ces cas-là, on va travailler sur l'image corporelle avec des compétences particulières. Ça peut être des kinés, des psychomotriciens, des personnes qui sont habituées à prendre en charge ces difficultés de l'image corporelle. Ensuite, l'OMS nous dit aussi que la plus petite remise en mouvement est importante. Donc, on va discuter avec le patient de sa façon de vivre. Pour certains, ils vont mettre en place le vélo pour aller au travail. Pour d'autres, ils vont prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. C'est vraiment au cas par cas. Certaines personnes vont avoir l'autonomie pour accéder à des cours collectifs qu'ils vont mettre en place régulièrement. Et puis d'autres vont avoir besoin d'une prescription, du sport santé, comme ça se fait actuellement. En effet, mettre en place une activité physique régulière va nous permettre de lutter contre la sarcopénie. Pour ce qui concerne l'alimentation, on a beaucoup d'études qui nous montrent que les régimes amaigrissants sont inefficaces, sont délétères. Il y a des reprises de poids, il y a des diminutions beaucoup de rebonds pondéraux. Donc ça va être intéressant d'avoir un autre mode d'action et d'essayer d'aider les personnes à retrouver plus de contact avec le corps. Alors nous, on utilise l'alimentation intuitive. C'est quoi l'alimentation intuitive? C'est basé sur la régulation naturelle. C'est celle du nouveau-né qui mange quand il a faim, qui s'arrête de manger quand il n'a plus faim. Et on va proposer à nos patients d'attendre d'avoir faim pour manger, en particulier à l'heure du repas. Et puis d'être à l'écoute de leurs sensations pendant qu'ils mangent. Donc on va discuter avec les patients pour savoir s'il y a beaucoup de situations où après les repas, ils ont l'impression d'avoir trop mangé, pour les aider à être plus proches des besoins énergétiques du corps. Donc attendre d'avoir faim quand c'est l'heure du repas, apprendre à gérer les moments un peu émotionnels ou s'ils ont une alimentation émotionnelle, on va plutôt les adresser vers des professionnels. Et puis, leur dire aussi d'être attentifs lorsqu'ils mangent à leurs sensations. Quelle place pour l'éducation thérapeutique dans la prise en charge ?
Alors, l'éducation thérapeutique, c'est vraiment quelque chose d'important dans les maladies chroniques. On va faire de la psychoéducation sur l'obésité. On va expliquer quelles sont les causes connues, quelles sont les données scientifiques actuelles sur cette maladie. C'est une maladie qui a des origines génétiques, biologiques, nutritionnelles, physiques, des facteurs d'environnement, de l'épigénétique, des conséquences sociales, culturelles, psychologiques, émotionnelles. Il y a vraiment de multiples facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ça n'est pas une maladie de la volonté. Ça, c'est les données scientifiques actuelles et c'est important de donner cette information aux patients. Donner de l'information aux patients, ça permettra aussi d'accompagner les changements de comportement, d'expliquer pourquoi c'est important de se remettre en mouvement, pourquoi c'est important d'aller voir le pneumologue, de rechercher l'apnée du sommeil. Vraiment, on va être dans donner tout ce qu'on sait comme savoir scientifique actuel à nos patients pour qu'ils deviennent des acteurs de leur propre santé. C'est une approche centrée sur la personne. L'éducation thérapeutique, elle peut se faire dans des groupes de patients, c'est vrai, mais elle se fait dans nos cabinets. C'est vraiment ça, donner de l'information aux patients et aussi être respectueuse de ce qu'il sait. Certaines personnes ont déjà beaucoup d'informations, il s'agit d'être au plus proche de ce que c'est notre patient. À quel rythme et comment se déroulent les consultations de suivi? Alors là aussi, on aura établi un projet de soins avec notre patient. Il va y avoir des consultations spécifiques, ça va dépendre vraiment, c'est au cas par cas. Si la personne a une comorbidité comme le diabète ou l'hypertension, en général, nous on les revoit régulièrement, tous les 3 mois. Quand on les a déjà adressés vers un professionnel qui s'occupe de la diététique ou quelqu'un qui fait du sport avec cette personne, nous, on délègue un petit peu nos compétences. Donc, c'est vraiment au cas par cas et comment nous, on se sent aussi dans nos compétences. En tout cas, c'est important de les revoir régulièrement, qu'ils se sentent accueillis dans nos cabinets, entendus, écoutés dans leurs difficultés et qu'on accompagne aussi leur progrès. Donc le rythme va dépendre de chacun. Et puis il s'agit aussi de respecter si la personne est prête à s'engager dans un processus de changement. Ça demande quand même de l'investissement, de l'énergie, de changer son mode de vie, de changer sa relation à l'alimentation, parfois de consulter pour des difficultés psychologiques. Donc le rythme va être propre à chacun.